C'est parti pour votre face à Mo News. Et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, nous allons recevoir 3 invités. Nous avons avec nous le réseau des acteurs haïtiens représenté par sa présidente, Madame Micmaz Lubin, également Rosie Pierre-Louis et puis Marc Ringot-Gervais. À tout seigneur, tout honneur. On va démarrer par la présidente. Merci en tout cas à vous 3 d'être présents avec nous. L'actualité le nécessitait. On a suivi il y a quelques semaines de ça une grosse mobilisation de votre part. Hein. Tous les 3, vous êtes peut-être toujours sur le terrain, vous allez nous le dire, suite à ce qui s'est passé du côté de Montbaduel. À l'heure où nous parlons, le 5 septembre, Madame Lubin, où en est-on de la situation ? Il y avait à peu près 1 millier de sinistrés, me semble-t-il, qu'il fallait reloger, ou en tout cas qui étaient dans des situations compliquées. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Merci de nous recevoir déjà. Je dis bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Où en sommes-nous ? C'est l'heure du bilan, mais ce n'est pas vraiment le bilan. Je pense que c'est un pré-bilan, puisque à l'heure qu'on parle, nous nous occupons encore des sinistrés, ceux qui sont sur Sinamari et Regina, et en même temps, nous rendons visite à certains qui se sont remis sur le Montbaduel. Et dans les logements qui n'ont pas été incendiés, ainsi que ceux qui sont encore à la rue, parce qu'on en a, qui sont sur la montagne. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont sans logement ? Oui. Alors, il y en a énormément. En fait, il y a des gens sans logement. Oui. Qui ont trouvé en tout cas des solutions d'hébergement, a priori. Des solutions d'hébergement d'eux-mêmes. Précaires. Alors, très précaires. Très précaires. Dans des situations très précaires. Alors, l'actualité quand même, c'est la rentrée. Comment ça s'est passé pour les enfants de ces personnes, Marc ou Rosie ? Est-ce que vous avez des nouvelles ? Puisque on sait qu'il y avait beaucoup d'enfants qui faisaient malheureusement partie de cette série de sinistrés. Alors, nous avons reçu, il y a une partie des sinistrés qui ont décidé d'aller à Sinamari, parce que c'est une proposition qui avait été faite. À l'hôtel du Fleuve notamment. Voilà, les bungalows de l'hôtel Sinamari, où vous avez aussi les enfants qui sont aussi à Regina. Ces enfants-là, au niveau de la scolarité, il n'y a aucun problème. On a une visibilité sur le nombre d'enfants. Le maire s'était engagé à trouver une place pour que les enfants soient scolarisés. Ils ont fait leur entrée la semaine dernière, enfin cette semaine, comme tous les enfants. Et les enfants de Regina, pareil. Par contre, le X, c'est tout le reste. Tout le reste que nous n'avons pas de visibilité parce qu'ils sont éparpillés à Cayenne. Et donc, du coup, ils nous font appel régulièrement pour les fournitures scolaires. Le RAC, dernièrement, a participé à une collecte de fonds pour pouvoir acheter des cahiers et des fournitures scolaires. Nous avons un jeune qui était en formation, qui avait besoin de chaussures de sécurité. Il a fait appel à nous. Nous avons trouvé des chaussures de sécurité. En fait, ce sont des demandes ponctuelles parce que les gens sont éparpillés un peu partout. Et donc, du coup, on a la difficulté de les toucher puisqu'ils ne sont pas tous au même endroit, au même instant. On a noté un vrai élan de générosité ces dernières semaines. Aujourd'hui, est-ce que le réseau que vous représentez tous les 3 a encore besoin de dons, ou on peut dire que les choses sont plus ou moins rentrées de l'ordre ? Vous prenez la parole comme vous le souhaitez, peut-être Marc Ringot-Gervais qui n'a pas encore parlé. Donc bonjour Rosélie, bonjour à toutes les auditeurs et auditrices de Mo News, et spécialement tous celles et ceux qui ont pris le temps de nous écouter à chaque nos prises de parole dans les médias. Et donc, pour la générosité, oui, on en a besoin, surtout que Rosie vient d'évoquer quelque chose qui a été l'une des préoccupations majeures du RAG, c'est l'intégrer ces enfants dans les établissements scolaires de ces 2 communes, ce qui a été fait. Ensuite, l'intégration rapide de ces enfants dans le système scolaire sur les 2 communes démontre clairement la volonté concrète de ne pas perturber le parcours éducatif, parce qu'il y a tout un choc psychosocial derrière. Ça, le RAC s'est mis à fond pour pouvoir stabiliser les familles sur ces 2 sites. Donc, à part de ça, il ne s'agit pas que de les reloger sur les 2 sites, mais il y a également des suivis. C'est la raison pour laquelle vous avez demandé si on était toujours sur le terrain. On ne dort pas, on n'a pas une minute à nous. Alors, donc, en ce sens, l'appel à la générosité
elle est de mise par rapport que les enfants qui sont actuellement à Sinnamary, on a besoin des matériels scolaires pour eux et également des t-shirts. Là, on est en train de se donner vraiment la peine pour trouver vraiment quelque chose de qualité pour ne pas avoir de discrimination à l'école par rapport aux enfants, pour leur donner la possibilité d'entrer à l'école de manière décente et en toute dignité. Donc, à ce sens, je pense que les dons, et comme on le dit très souvent aussi, seraient les bienvenus. Eh bien, on en reparlera de toute façon à la fin de cet entretien. Face à Mo News, on se dit les choses et on met les pieds dans le plat. Est-ce que vous avez senti un accompagnement politique? Alors certes, il y a eu celui du maire de Sinnamary, Michel-Ange Jérémy, mais on a eu, vu de l'extérieur, on a eu un peu le sentiment que les autorités, ou en tout cas les élus, se renvoyaient la balle. Est-ce que c'est une impression partagée ou... C'est une réalité, c'est une réalité. Je pense que les gens étaient frileux de prendre leurs responsabilités. Franchement, ça, c'est la responsabilité de la CTG, non, c'est la responsabilité de l'État. Voilà. Et à la fin, pendant ce temps, vous avez des êtres humains qui sont dans le déni total et les gens sont en train de s'envoyer la balle. Pourquoi, par exemple, on s'est retrouvé à loger les gens dans une église? C'est parce que tout simplement, le temps de prendre juste une décision d'ouvrir 3e gymnase après pratiquement une semaine. Pendant ce temps, les gens sont sous le soleil, ils sont avec des bébés de 1 mois, de 2 semaines, et les gens sont là à s'envoyer des petites... Alors, j'entends, mais il faut des solutions. Vous demandez des réponses de la part des autorités, mais est-ce que les autorités ont des solutions, vraiment? C'est pour ça qu'on ne leur a pas tapé dessus. Tout le monde me connaît. Oui, habituellement, j'ai pas... Vous n'avez pas la langue de votre poche. Voilà, et j'ai pas la porte derrière non plus. Et donc, du coup, c'est pour ça, parce que c'est une crise inédite. Et donc, du coup, nous avons été très indulgents dans la façon de traiter les autorités, parce que tout simplement, ils sont comme nous. Ça leur est tombé dessus comme ça. Nous étions tous dans l'e-préparation. Personne n'était préparé à avoir plus de 1000 personnes sur les carreaux à Cayenne en même temps. Donc, c'est pour ça, franchement, qu'on ne leur a pas tapé dessus. Mais à un moment donné, si ça se reproduit, nous ne serons pas aussi indulgents. Mais justement, si ça se reproduit, parce qu'on n'est pas à l'abri, malheureusement, de situations comme celle-là, de situations d'urgence, où d'un coup d'un seul, comme vous dites, Rosie, on peut se retrouver avec des centaines de personnes à la rue. Si ça se reproduit. Alors, si ça se reproduit. Aujourd'hui, le RAG se veut force de proposition. Le RAG a fait des propositions à l'État, aux collectivités. Dites-nous lesquelles quand même. Alors, ou elles sont secrètes? Lesquelles? Non, pas du tout. Alors nous avons demandé à ce qu'il y ait justement un lieu. Le jour que on ne peut pas prévoir que demain, il y aura un sinistre, il y aura un incendie. On ne peut pas prévoir non plus que demain, il y aura une catastrophe naturelle. Ça peut être n'importe quelle catastrophe. D'accord? Bon, alors je dirais un tremblement de terre par exemple, une tempête, d'accord? Où des personnes vont se retrouver sur le chaos. Bon, il y a peu de chance en Guyane, mais bon, a priori... Alors oui, mais il faut le dire, il faut le dire. Pourtant, il y en a eu, tremblement de terre, mais c'est vrai que c'est pas grand-chose, mais bon, c'était quand même un tremblement de terre. Mais nous sommes sujets aux inondations. Aussi. Voilà. D'accord. Donc, à ce moment-là, il faudra être prêt. Il faut qu'aujourd'hui, que les collectivités, que l'État s'assoient et se disent, si ça se reproduisait, comment allons-nous répondre? Alors, quand j'ai dit nous avons fait des propositions, depuis Zénon, passer par Chili, arriver à Montbaduel, en fait, le RAG fait que ça. Parce qu'en fait, si on nous avait peut-être écouté sur le Zénon, ou alors à Chili, aujourd'hui, ce qui s'est passé... Nous aurions eu Vous aviez une déjà solution. fait des préconisations? Oui, nous aurions eu une solution. C'était quoi alors? Laquelle? C'était que nous, le RAG, avec toute l'équipe qu'on a derrière, les bénévoles et tout, qu'on puisse mettre en place un centre d'hébergement d'urgence. D'accord? Que l'État nous met un espace à disposition, espace terrain, qu'on nous l'emménage et si jamais ça arrive, qu'on puisse répondre. Donc, c'était ça la proposition. Et pendant le sinistre du Montbaduel, nous avons quand même eu des
partenaires qui nous ont proposé des choses qui sont encore en suspens aujourd'hui. Le PSG nous a proposé leur bâtiment qu'on puisse l'emménager, réhabiliter, emménager si jamais on a besoin d'accueillir du monde. C'est un lieu qui peut recevoir plus de 200 personnes. Mais vous avez le sentiment quoi? De ne pas être pris au sérieux, de ne pas... Je pense que ce n'est pas... Parce que est-ce que vous comprenez que les autorités n'ont pas de solution forcément? Alors, vous demandez un centre d'accueil d'urgence, mais il faut trouver le centre d'accueil. Oui, en fait c'est quelque chose qu'il faut penser aujourd'hui, qu'il faut travailler dessus jusqu'à la conceptualiser de façon à ce que demain, s'il y a un souci, qu'on puisse sortir de cette crise sans pour autant avoir à courir à gauche et à droite, s'éparpiller, utiliser nos forces, parce qu'en fait, je peux vous dire qu'on est épuisé. On a dû courir à gauche et à droite, chercher des solutions par-ci, par-là, à faire appel aux dons, faire appel à ci, à ça, alors que si on avait prévu qu'il y aurait, en fait, qu'il y aurait eu, on n'aurait pas pu prévoir, mais prévenir... Préparer justement s'il y a un souci, qu'on puisse répondre. Ce qui n'est toujours pas le cas d'ailleurs. Alors on parle, a priori, il n'y a pas de centre. Rien n'est prévu si par exemple là en Guyane on a genre 2 semaines depuis sans discontinu et que genre le village chinois se retrouve sous les eaux par exemple. Alors j'aimerais qu'on éclaire une rumeur que vous avez dû entendre comme moi-même. On est dans un petit village en Guyane. Il se dit que ces incendies répétitif dans les squats. Vous souriez déjà, Rosie, vous voyez où je veux en venir. Il se dit que ces incendies seraient provoqués par les occupants eux-mêmes des squats pour accélérer les démarches administratives. Peut-être que le sage de l'équipe peut répondre. Est-ce que c'est vrai ou pas? Vous avez entendu ça comme moi-même ou pas? Comme vous venez de le dire, ce sont des rumeurs en fait. Je pense que s'il y a des rumeurs, il faut qu'il y ait aussi une étude à faire sur les causalités. Mais vous n'avez pas échappé qu'il y a quand même eu beaucoup de... Non, il y a toujours eu des rumeurs. Il y a toujours eu des rumeurs. Il y a toujours eu aussi, dès qu'il y a eu rumeurs, il y a forcément aussi un bouc émissaire. Des boucs émissaires, il faut trouver quelqu'un pour faire porter le chapeau ou bien de désigner quelqu'un juste pour pouvoir trouver une explication à quelque chose qu'on ne veut pas expliquer, alors que la chose peut être explicable. En ce sens, on est sur le terrain du risque. Le risque, c'est l'effet de l'incertitude sur les objectifs. Toutes les personnes en Guyane ont des objectifs, mais ils sont dans l'incertitude. Cette catastrophe dévoile et révèle la misère sociale qui sévit dans les squats. Et il met en relief également les problématiques cruciales de la Guyane en termes de logement. Monsieur Herman, la vie est inconcevable sans logement, sans nourriture, sans besoin primaire, sans éducation, sans besoin primaire. Donc nous sommes face à ça et il faut qu'il y ait une réponse. Donc pour ne pas... Non, ce n'est pas juste éviter les catastrophes naturelles qui peuvent survenir, mais pour éviter surtout un risque social dans le pays. Un risque social qui peut défaire à tout moment l'harmonie sociale qui règne en Guyane entre les communautés, entre les institutions et tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme la présidente vient de le dire, il faut une vision anticipatrice de prévoyance en disant à tout moment, on peut avoir des risques et des aléas de toutes sortes. À ce moment, pour les questions de rumeurs, certes, on a entendu, mais on n'a jamais trouver les causalités des incendies. Récemment, nous avons été sur le terrain, moi, la présidente et moi. Dimanche, plus précisément. Là, on a vu que l'électricité, en fait, c'est un problème d'électricité qui s'est passé chez une dame. Le début d'incendie. Exactement. Il y a eu un nouveau début d'incendie, effectivement, à Montbaduel. Là, non, on a une causalité. Parce que ce sont des habitations. Et le premier risque contre lequel on doit s'assurer, c'est le risque d'incendie dans une société. Or, quand il y a autant de maisons, on ne peut pas assurer ces habitations précaires. On ne peut pas. Donc, si on ne peut pas, on doit toujours attendre aux remanences, à la récurrence de tous ces problématiques. Alors, justement, Rosie ou la présidente, mais je pense que vous allez compléter à travers ma question. Est-ce que ça vous agace qu'on souvent, effectivement, on accuse vos compatriotes sur certains squats, justement, d'être responsables de ces faits? Mais en fait, les gens, c'est bizarre d'accuser les gens d'être responsables de leur malheur, parce qu'il va falloir qu'on soit... Voilà. On va être clair,
et je ne vais pas utiliser des mots savants pour que les gens puissent bien comprendre. C'est leur maison. Vous comprenez ou pas? C'est leur chez eux. Quand vous dites que les gens ont mis volontairement le feu dans leur maison, parce qu'ils sont à la rue, ils sont déjà à la rue. Vous comprenez ou pas? Ils sont déjà là. Est-ce que vous pensez que pour pouvoir avoir un morceau de papier, vous allez... Déjà, on va être encore plus clair. La préfecture n'a pas régularisé les gens du fait qu'ils étaient sinistrés. Ça nous a été dit clairement. Quand vous avez vu... Ça n'a pas accéléré la procédure pour pas autant, du tout. En fait. Et encore ça ne l'a pas fait sur Zénon, ça ne l'a pas fait sur Chili. Et donc, je ne vois pas comment on aurait pu penser que ça aurait pu être fait sur le Mont-Baduel. Chili, c'était un incendie volontaire contre... c'était un représailles à un fait de violence à Kourou. Donc, excusez-moi de vous dire, comment vous pouvez dire que les gens ont mis le feu chez eux directement quand quelqu'un d'autre est sorti ailleurs? C'était un incendie criminel. C'était un criminel, déjà. Zénon, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas l'enquête. On n'a pas déterminé l'origine. De toute façon, l'enquête n'a pas abouti. Et à Cayenne, c'est quelqu'un qui a laissé quelque chose sur le feu. Ce qui arrive dans les maisons dites salubres, comme dans les maisons insalubres. Un fait divers, tout simplement. Mais c'est plus facile, nous sommes d'accord, d'accuser la communauté haïtienne de tous les maux. Parce que tout simplement, si nous trouvons le bouc émissaire, comme il dit, nous n'allons pas voir le problème en profondeur, qui est le problème de mal-logement en Guyane. Nous n'allons pas poser la question du problème de mal-logement en Guyane. Parce que dans les gens là, que vous accusez d'être incendie volontaire, il y a des gens qui ont fait des demandes de logement, ça fait 6, 10 renouvelable chaque année, parce que normalement, pour que votre demande de logement soit valable, il faut que ça soit renouvelé chaque année. Donc ça fait 10 ans, il y a quelqu'un qui renouvelle sa demande de logement. Mais par contre, on ne va pas poser cette question. On va dire que les gens, pour avoir un logement, ils ont mis le feu. Dans quel état d'esprit est la communauté, les gens que vous rencontrez tous les jours? Est-ce que c'est une population qui est plutôt déçue, défaite, ou c'est une population qui garde le courage? Parce que en fait, il faut être réaliste, et les images qu'on voit sont terribles. Le site de la Spada à Cayenne, Zéphyr, qu'on voit ces familles, ces femmes, ces enfants assis là durant plusieurs heures, la nuit même, vous passez à 2h, 3h du matin. Dans quel état d'esprit ils sont? Ils sont résilients. Et je vais encore remettre un fait sur les tables. Nous voyons, c'est peut-être notre problème, la communauté haïtienne. C'est d'ailleurs notre plus gros problème. Les Syriens sont arrivés, ils se sont mis devant la cathédrale. On les a vus. Ils se sont mis sur la place des Palmis. On les a vus. Ils se sont mis sur la place des Amodjés. On les a vus. On les a traités. Oui ou non? En tout cas, ces situations, on les voit moins, en tout cas. On les a traités. On les a traités. Les Haïtiens, quand ils arrivent, ils essaient de se éparpiller. Donc, on ne les voit pas. La seule façon que vous voyez les Haïtiens, c'est quand ils demandent à être tout simplement dans une situation légale. Ils sont devant la Croix-Rouge. Pourquoi? Parce que la Croix-Rouge légalise. C'est aussi simple que ça. Quand vous voyez les Haïtiens devant la préfecture, je suis désolé, c'est le seul endroit où on peut être légalisé en Guyane. D'accord? Et sinon, vous ne les voyez pas en groupe, en nombre. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a une inégalité de traitement? Il y a une question aussi. Certainement. Excuse-moi. Vous l'affirmez? Je l'affirme. Non, on peut l'affirmer. Je l'affirme. Est-ce que vous avez déjà vu... c'est important ce que vous dites ce matin. Non. Responsabilité, c'est important. Oui, bien sûr, mais il faut. Je t'ai dit, les gens connaissent Rosie. Rosie n'a jamais été la porte derrière. Et elle ne va pas commencer aujourd'hui. Oui, vous voulez dire qu'il y a des priorités qui sont données à des communautés et pas d'autres. Voilà. Oui, tout simplement. Excusez-moi. Mais sur quoi vous vous basez pour dire ça? Aussi simple, un fait. Et pour quelles raisons ça existerait? Un fait à l'œil nu. Est-ce que tous les Asiatiques qui rentrent en Guyane rentrent en situation régulière? Je ne pense pas, non, évidemment. Donc, ils sont bien en situation régulière comme les Haïtiens. Mais ils rencontrent sans doute les mêmes difficultés, non? Non, pas du tout. On ne les voit pas devant la préfecture. Vous avez déjà vu excusez-moi, disons-le clairement, avez-vous déjà vu un Chinois devant la préfecture? Non, sans doute, mais peut-être qu'ils sont moins nombreux. C'est des critères qu'on ne maîtrise pas. Mais ce que j'aimerais savoir, en fait, ce que j'aimerais comprendre, c'est sur quoi vous vous basez pour dire ça? Je me base tout simplement sur la difficulté, par exemple, qu'un jeune qui a un master
Master 2 en Guyane, a fait ses études en Guyane, se retrouve sans papier. Un jeune aussi avec un doctorat. Un jeune avec un doctorat se retrouve sans papier. Nous formons des jeunes qualifiés, mais nous ne leur donnons pas la possibilité d'exercer le métier dans lequel on les a formés. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas tous des délinquants. Mais justement, vous posez la question, c'est dû à quoi, selon vous, cette inégalité de traitement? Je crois que vous aviez une théorie, peut-être. Non, je n'ai pas de théorie, mais c'est vrai, c'est un constat par rapport, et surtout, il y a quelque chose qui a été dit, sur laquelle aussi il faut revenir. C'est un constat tout à fait, c'est une réponse inhumaine de dire, d'inculper les gens, de mettre le feu juste pour retrouver les papiers. Ensuite, regarde là aussi, les Haïtiens et tant d'autres immigrants, et ils passent leur temps à accumuler des papiers et c'est eux qu'on va appeler les sans-papiers. Je pense qu'il y a des termes aujourd'hui, même qu'il faut revoir dans la sociologie, dans la façon d'aborder, de tenter de penser, P-A-N-S-E-R, les douleurs des gens. Donc ça, c'est très, très, très important. Par exemple, on voit clairement qu'il y a parfois des traitements inhumains au niveau, par exemple, de la PAF, des pratiques dites discrétionnaires. Par exemple, un Haïtien peut passer plus de temps au centre de rétention que d'autres communautés. Ça a été dit par des chercheurs. C'est des accusations graves que vous portez. Non, c'est pas... La CIMAD, la théorie. Oui, c'est pas de moi. Voilà. C'est pas de moi. Ça, c'est de Emily Promoz qui, normalement... Et ensuite, il y a d'autres documentaires qui décrivent normalement la réalité des Haïtiens comme l'étant le clandestin emblématique. Le clandestin emblématique est celui aussi qui fait les 3D, les travails de 3D. Puisqu'on est déjà dans les travails de 3D, on ne donne pas d'autres possibilités. Le travail de 3D, je clarifie, c'est un terme anglais qui dit dirty, dangerous, difficult. Donc, c'est-à-dire les travails sales, dangereux et difficiles. Donc, lorsqu'on prend l'université de Guyane, certes, on voit les contraintes. Selon les études de l'ODEG, ce n'est pas moi encore, ce sont les études de l'ODEG. 60% des étudiants au début de l'université de Guyane, c'était des étudiants qui sont originaires d'Haïti. Avec l'université qui a 60% d'étudiants originaires d'Haïti, où en sommes-nous avec leur régularisation dans ce premier temps? Et c'est maintenant qu'on voit le problème se pointe et il y a un collectif qui essaie de répondre à cette question parce qu'on voit là clairement que ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. La situation, plutôt, est intenable à ce niveau. Alors, 60%, on a bien compris votre constat, messieurs, dames, mais sur quoi, en fait, qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon vous, cette inégalité? C'est quoi? C'est historique? C'est sociétal? Ça peut être historique. Ça peut être historique. C'est lié à l'histoire? Nous avons une histoire commune avec la France. Quand on vous dit que parfois c'est lié au comportement des compatriotes, vous le comprenez, ça ou pas? Et je l'accepte aussi. Tous nos compatriotes ne sont pas exemplaires. Mais ceux qui sont exemplaires, est-ce qu'ils doivent payer pour ceux qui ne sont pas exemplaires? Il y a plus d'exemplaires que de personnes, on va dire, borderline. Mais est-ce que tout simplement les gens doivent payer pour ceux qui... La majorité doit payer pour la minorité. Je suis en train de vous parler là. Alors, Non, 2 secondes. Je vais vous parler de mon cas et puis on va arrêter là. Je suis arrivé en Guyane, j'avais 12 ans. Je suis une Guyanaise. Je respecte les règles. Je suis installée dans le tissu économique. Je suis installée dans le tissu associatif. J'ai la difficulté de renouveler ma carte de séjour. Jusqu'à maintenant. Mikmas Lubin, vous vouliez préciser? Alors, j'ai complètement oublié ce que vous vouliez dire. Non, on parlait sur le traitement inégal. Et les motifs qui pourraient expliquer, selon vous, cette inégalité de traitement. Je pense que nous n'allons pas nous arrêter sur les motifs parce qu'en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que c'est le comportement? Je pense que la communauté haïtienne a été exemplaire pendant des années. D'accord? Et même l'État le disait, quand on arrive à la prison, si on trouve un Haïtien, on ne trouvera pas 2. D'accord? Peut-être que maintenant, il y en a plus parce que, bon, comme on voit que l'évolution, d'accord, de la société fait que... Mais c'est une communauté qui n'a jamais été dans tout ce qui est vol, dans tout ce qui est braquage, dans tout ce qui est... c'était des travailleurs. Voilà, c'était des travailleurs. Donc, on arrivait ici, on se mettait au travail. Je suis arrivée il y a 34 ans de cela en Guyane. Donc, 34 ans de vie
aujourd'hui, on ne peut pas dire que j'ai été une délinquante ou j'ai été... voilà. Mais voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que il va falloir faire un travail de fond et se dire que nous avons des personnes de la communauté qui sont là depuis 10, 15, 20 ans qui ne sont pas régularisées, que ce n'est pas normal parce que ces personnes sont dites régularisables et que l'État doit revoir justement ce côté-là de... Justement, pour avancer, parce qu'il nous reste 5 minutes, mais on va réorganiser un débat parce que c'est vraiment intéressant, on va organiser un débat peut-être plus long avec la prochaine fois des appels d'auditeurs. Pour avancer... Je dirais quelque chose rapidement. Je pense que vous posez une question aussi, Herman, que vous avez la réponse. Parce que ce n'est pas qu'en Guyane qu'il y a ce traitement et plutôt envers les Haïtiens qui sont en défaveur des Haïtiens. Vous connaissez la réalité de la République dominicaine. Vous connaissez aussi dans les Antilles. Vous connaissez également dans d'autres endroits. Regarde, aux États-Unis, il y avait Little Haïti. On est en train, par stratégie, d'expulser tous les Haïtiens qui étaient en Little Haïti. Juste parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, maintenant qui veulent construire des grands immeubles. On est en train de racheter et forcer les gens à partir là où ils étaient installés depuis l'époque des boat people. Donc, la question de traitement inhumain contre les Haïtiens, c'est lié à plusieurs facteurs dont les auditeurs, dont l'histoire nous fournissent. Je vous promets qu'on refera un débat parce que c'est vraiment intéressant. Concrètement, il nous reste 3 minutes. Aujourd'hui, vous souhaitez quoi? Vous demandez quoi déjà pour les sinistrés du Mont-Baduel? Est-ce que vous demandez à nouveau des dons? Parce que c'est très important, les auditeurs nous écoutent. Vous demandez quoi et comment et où Alors, déjà, nous allons faire appel aux collectivités. Nous avons besoin d'un local. C'est le plus gros problème qu'on a en ce moment pour stocker ce qu'on reçoit. Un local pour vous, pour le réseau des acteurs haïtiens, pour l'association. Donc, peu importe, un local pérenne, pas un local de 2 semaines. Mais il nous faut un local. Oui, il nous faut un local. Jusque-là, on a répondu sur l'urgence. On a eu des réponses sur l'urgence où on a pu avoir un local pour 15 jours. Oui, 15 jours, sauf qu'on a accumulé des choses qui normalement ne peuvent pas être distribuées en 15 jours. Et donc, depuis la fin des 15 jours-là, on m'interpelle parce qu'il faut que je rende ce local, mais qui est surchargé de dons. Donc là, il faut que je trouve une solution pour débarrasser ce local. Normalement, demain matin, j'aurais dû remettre les clés. D'accord. Donc là, c'est un appel urgent que vous lancez. Premièrement. Deuxièmement, nous avons besoin de t-shirts jaunes pour l'instant pour les enfants de Sinnamary qui sont en attente de leur t-shirt pour l'école. Parce qu'en fait, là, lundi, il faut que tous les enfants retournent avec un t-shirt jaune et un bas bleu à l'école à Sinnamary. Nous avons besoin de congélateurs. Nous avons besoin de gazinières parce que nous avons installé des personnes sur Regina qui sont en attente de gazinières, de réfrigérateurs, des tables et des chaises. Et on vous emmène tout ça où? Mais c'est ça le problème, nous n'avons plus de local. Alors, madame la mairesse de Cayenne, monsieur le maire de Matoury, monsieur Gabriel Serville. Mais non, m'appelez mon tout parleur. Non, excuse-moi. Non, Gabriel Serville, c'est un ami normalement, donc je peux citer son nom. Donc, madame Sandra Toshimara, monsieur Smok, j'ai besoin d'un local parce que si je n'ai pas ce local, je ne peux pas recevoir les dons et donc distribuer les dons aux gens. On a la générosité, il nous faut juste l'endroit pour pouvoir recevoir cette générosité. Nous avons besoin aussi ne me laissez pas monter sur les réseaux, les gens. Moi, je peux monter, pas laissez-moi monter. Merci beaucoup. Nous avons aussi besoin de moyens financiers parce que ça a un coût. Le transport sur Regina, sur Sinnamary, nous avons besoin de moyens financiers. Nous avons surtout besoin d'un minibus. Bon, je suis sûr que l'appel est lancé de toute façon. Vu l'appel qui a été lancé par Rosie à l'instant, je suis sûr que le message passera très rapidement et on vous retrouvera de toute façon pour un débat plus long sans doute l'après-midi et on donnera la possibilité aux auditeurs de participer également puisque je pense qu'ils ont leur avis. Merci beaucoup à vous pour le réseau des acteurs haïtiens. On se tient au courant sur l'évolution de la situation en tout cas. Merci. Dans un instant, la suite avec Lydiane qui vous accompagne jusqu'à 9h sur Mo News Radio. Belle journée. Il n'y avait pas assez de temps, hein.